Bonjour, je m'appelle Alexandre Eloméry, je suis interne en psychiatrie à Marseille et je vais vous présenter un cours sur l'épistémologie que j'ai préparé avec mon co-interne Léo Gonnet et dans lequel on va essayer de répondre à la question: qu'est-ce que l'épistémologie psychiatrique? Dans ce bref diapositif, afin de discerner ce que serait une épistémologie qui soit propre à la psychiatrie, il va d'abord nous falloir donner une définition générale de l'épistémologie. On verra alors comment il pourrait exister différents types d'épistémologie qui se réfèrent en fait à différentes profondeurs à laquelle s'applique la critique épistémologique. On verra alors quel est l'intérêt d'une épistémologie propre à la psychiatrie et comment celle-ci ne peut pas être dissociée de l'histoire de la discipline. Et finalement, on essaiera de voir assez brièvement comment une épistémologie psychiatrique se décline dans la réalité, c'est-à-dire concrètement à travers un modèle du symptôme élaboré par l'école d'épistémologie psychiatrique de Cambridge. L'épistémologie devient une discipline autonome au début du XXe siècle. On peut dire alors qu'elle poursuit les travaux de ce qu'Auguste Comte a pu appeler auparavant la philosophie des sciences. C'est donc une discipline qui a pour vocation d'analyser et de critiquer les sciences, ce qui implique à la fois une critique du savoir scientifique et des modèles qui ont permis l'acquisition de ce savoir. Il faut savoir que dans le monde anglo-saxon, épistémologie a un sens un petit peu différent, puisque c'est l'étude du savoir en général, et donc non plus particulièrement le savoir scientifique. L'objet de l'épistémologie, à savoir la critique du savoir scientifique, s'applique donc à deux niveaux différents. Sur le plan philosophique, il s'agit de connaître la validité du savoir scientifique en général, c'est-à-dire de déterminer la valeur de raisonnements logiques, par exemple, et des déductions par rapport aux fulgurances de l'intuition, ou de se poser la question de ce que valent nos sens et l'observation empirique. Sur un plan plus scientifique et plus concret, donc, l'épistémologie va chercher à se placer au sein même du paradigme scientifique, donc à accepter les hypothèses fondamentales de la science pour ensuite critiquer d'un point de vue scientifique les données auxquelles aboutissent les raisonnements. Comment justifier philosophiquement le savoir scientifique, c'est-à-dire comment pallier au raisonnement de Pascal qui voit l'incapacité de l'homme à saisir véritablement l'infiniment petit et l'infiniment grand, et donc à obtenir une vérité qui soit absolue et définitive. Pour ce faire, on peut se référer à la définition dynamique des sciences que fournit le philosophe Karl Popper et qui caractérise l'énoncé scientifique à la fois par sa réfutabilité et donc par la nécessité de sa validation expérimentale. Ça oppose l'énoncé scientifique à un énoncé métaphysique qui a une valeur intemporelle et irréfutable, c'est-à-dire qui est de l'ordre de la croyance. Cela implique qu'un savoir scientifique est toujours un savoir historique qui participe du mouvement général des sciences vers une vérité et qui est donc périssable. Ce savoir, même s'il est atteint au terme d'un raisonnement déductif, doit être en permanence capable de faire la preuve de sa validité. Preuve qui est nécessairement expérimentale. En tout cas, cette définition dynamique des sciences permet d'ajourner indéfiniment les investigations d'une métaphysique sceptique quant à la capacité des sciences à acquérir quoi que ce soit de définitif. En effet, à l'intérieur même du paradigme scientifique, un fait est un fait et c'est pas à la science elle-même de se justifier face à la critique d'une épistémologie philosophique. La question est repoussée dans l'enceinte même de la philosophie et la science peut en quelque sorte se dispenser de participer aux querelles byzantines qui animent les philosophes. Il est essentiel de comprendre ce qu'implique une telle définition des sciences, à savoir que l'épistémologie scientifique, l'autocritique des sciences par rapport à la validité du savoir qu'elle permet d'acquérir, n'est pas une simple juxtaposition
à l'œuvre scientifique, mais elle est intriquée à l'intérieur même de la définition des sciences, c'est-à-dire que c'est par cette autocritique que la science peut faire la preuve de sa valeur dans l'absolu. Ce qui nous semble intéressant de mettre en avant, c'est que cette autocritique, pour être pertinente dans le cadre de la psychiatrie, doit chercher à investiguer les objets mêmes dont traite la psychiatrie. Elle doit être une épistémologie spécifique, ou pour reprendre le terme qui est usité dans la littérature, une épistémologie régionale. Alors pour parler enfin de psychiatrie, il est intéressant de s'attarder sur une notion apparue récemment dans la littérature, simultanément dans les écrits des épistémologues anglo-saxons et dans un article publié par le professeur Naudin de la faculté de Marseille. Il s'agit de la notion d'objet hybride. Le but est de caractériser ce dont parle la psychiatrie en tant qu'objet hybride, ce qui implique de les situer dans un espace intermédiaire entre objets concrets et objets abstraits. En effet, on se rend compte qu'en psychiatrie, un trouble peut pas être tout à fait défini conformément à une altération physiologique particulière, c'est-à-dire que même si on était capable de faire la preuve que telle ou telle pathologie, tel ou tel symptôme était causé spécifiquement par une telle altération, on continuerait à définir le trouble conformément au comportement, aux manifestations qu'il provoque. Et c'est le cas même dans le DSM qui fait tout à fait l'hypothèse d'une organicité des troubles, mais qui pour autant donne des critères diagnostiques qui sont manifestes, discursifs et non pas biologiques. Un symptôme en psychiatrie, disons un délire, doit être défini simultanément par rapport aux normes culturelles au sein desquelles il prend place et par rapport aux altérations physiologiques potentielles qui le provoqueraient. Il n'a donc ni la concrétude d'un objet comme une pierre ou un animal quelconque, ni le caractère abstrait qu'aurait une notion comme le courage, le mensonge, la vérité, etc. Donc il doit être défini dans une sorte d'intermédiaire qui demeure difficile à discriminer. Il s'ensuit qu'une observation psychiatrique fait état d'un savoir tout à fait différent, d'un rapport tout à fait différent à la réalité que ne l'impliquent par exemple les résultats d'un test biologique. Affirmer qu'un individu est délirant, même d'un point de vue purement scientifique, ce n'est pas la même chose que de constater une élévation de la glycémie. Et cela, la discipline scientifique qu'est la psychiatrie ne peut absolument pas l'occulter, justement parce que c'est cette capacité de réévaluation et d'autocritique qui la définit en tant que science. La psychiatrie doit alors être capable de répondre à des questions épistémologiques telles que quelle spécificité a tel critère diagnostique, c'est-à-dire est-ce qu'il est spécifique au cadre dans lequel il a été intégré ou est-ce qu'on le retrouve dans d'autres pathologies, voire partout. Quelle validité a tel syndrome? Des syndromes naissent et meurent dans la nosologie psychiatrique au fur et à mesure de l'histoire et il s'agit de savoir si les syndromes ou les cadres nosologiques que l'on utilise aujourd'hui sont voués à demeurer ou à périr. Comme c'est le cas par exemple pour la personnalité paranoïaque qui avait une place tout à fait privilégiée dans la nosographie catégorielle du début du XXe siècle, surtout en rapport avec le constitutionnalisme, mais qui aujourd'hui disparaît des dernières versions du DSM. La réponse à de telles questions évidemment varie dans le temps, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, on aurait appelé psychose maniaco-dépressive ce qu'on appellerait bipolarité aujourd'hui. Mais ce qui est important à constater, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de renommer des syndromes qui eux-mêmes restent stables, mais qu'il y a en permanence un déplacement des lignes entre des symptômes qui appartiennent plus ou moins à tel ou tel cadre et une modification complète de la physionomie des nosographies.
au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'on peut dire pour autant que le savoir psychiatrique progresse, qu'il est de plus en plus sûr et qu'on approche de plus en plus de la vérité? C'est aussi une question que l'épistémologie psychiatrique doit se poser et qu'elle ne cessera en fait jamais de se poser. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe néanmoins une progression dans le sens où les nouveaux modèles n'émergent jamais du vide, mais sont toujours soit la reformulation, soit la contestation d'un modèle antérieur. Et c'est là le lien privilégié de l'épistémologie et de l'histoire, parce que on ne peut pas envisager une critique épistémologique profonde sans qu'elle aille essayer de dénicher les présupposés historiques ou historiquement intriqués dans les modèles d'aujourd'hui. Les connaissances d'aujourd'hui présupposent donc que certaines connaissances d'hier soient vraies, et en tout état de cause, il ne peut y avoir aucune classification qui soit absolument athéorique. Or, ce qu'il y a d'intéressant dans ce lien entre l'épistémologie et l'histoire, c'est qu'il implique aussi une histoire qui ne soit pas exclusivement psychiatrique, mais que des facteurs de l'histoire sociologique, de l'histoire avec un grand H des pays dans lesquels la psychiatrie a été développée, finissent par influer grandement sur l'évolution de la nosologie. C'est ce qu'on peut reprocher par exemple à une histoire de la psychiatrie comme celle qu'a écrit Paul Berchery et qui fait souvent référence en France. Et c'est à savoir qu'elle essaye d'expliquer à travers des facteurs exclusivement psychiatriques les dynamiques d'évolution de la nosologie. Alors que des penseurs souvent anglo-saxons comme Jan Goldstein ou Berrios ou même Lanteri Laura a pu montrer comment des facteurs extérieurs à la psychiatrie viennent avoir une influence prépondérante dans l'évolution de la psychiatrie elle-même. On peut citer par exemple l'exemple de la monomanie de Georget au début du XIXe siècle, qui finira par avoir une importance tellement grande qu'elle sera à un moment le premier diagnostic utilisé ou posé dans la plupart des hôpitaux psychiatriques ou des asiles plutôt de Paris. On se rend compte qu'en fait cette monomanie est un concept assez artificiel prôné par Georget uniquement pour asseoir l'importance de l'expertise psychiatrique dans les tribunaux de l'époque, à une époque justement où le médecin était assez déconsidéré par rapport aux juristes et où le psychiatre pouvait prétendre à un rôle étatique qui flatterait en quelque sorte son importance. Finalement, pour vous donner un exemple concret de ce que peut produire l'approche épistémologique en psychiatrie, je vais vous parler du modèle du symptôme développé par les épistémologues de l'université de Cambridge, dirigé par le professeur German Berrios. Il essaie en fait de montrer qu'il ne peut pas avoir de lien direct entre un biomarqueur observé qui soit d'ordre radiologique ou biologique et le symptôme qu'exprime le patient, parce qu'il y a plusieurs niveaux au cours desquels l'information peut être en quelque sorte détournée. Admettons qu'il y ait une altération physiologique. Cette altération physiologique va provoquer dans la conscience du patient ce qu'il appelle une soupe primordiale, c'est-à-dire un sentiment à la fois vague et indéterminé, souvent gênant, et que le patient va devoir ensuite exprimer par le langage, s'exprimer à soi-même dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager que deux altérations physiologiques différentes, touchant deux régions différentes du cerveau ou même d'un autre organe, provoquent dans la conscience du patient une même soupe primordiale. Qu'ensuite cette soupe primordiale serait retranscrite dans son esprit avec des mots éventuellement différents de ceux qu'utiliserait un autre patient pour retranscrire la même soupe primordiale. Il existe ensuite un quatrième niveau qui est celui de l'expression lors de l'entretien. À ce moment-là, le positionnement du psychiatre, le positionnement de l'interrogateur pourrait évidemment influer
sur la manière qu'aura le patient de décrire ce qu'il ressent. Ce qui fait qu'entre l'altération physiologique primordiale et le symptôme qui sera recueilli par le psychiatre, il y a effectivement énormément de niveaux au cours desquels l'information peut être détournée. Ça implique que deux altérations physiologiques distinctes pourraient amener l'expression d'un même symptôme, ou qu'une même altération physiologique pourrait être exprimée de deux manières différentes. Et si on y pense bien, ça peut avoir une influence énorme sur les résultats des études empiriques publiées aujourd'hui. On se rend alors compte que l'épistémologie est une discipline concrète et qui a des répercussions tout à fait réelles sur la pratique quotidienne de la psychiatrie. Et qu'aussi que d'un point de vue purement scientifique, c'est une démarche qui est absolument fondamentale et inhérente à la démarche scientifique elle-même. Par ailleurs, c'est vrai que l'épistémologie telle qu'elle est envisagée dans cet exposé offre plus de questions que de réponses, mais aussi elle semble suggérer que les réponses à ces questions sont à chercher par un double mouvement à la fois d'investigation historique dans le passé et de prospection expérimentale vers l'avenir. En tout cas, elle ne saurait fournir de conclusions générales quant à la psychiatrie, mais peut simplement aider à éclaircir certains points particuliers à travers des recherches et des études spécifiques, soit d'un symptôme, soit d'un syndrome, soit d'un comportement en particulier. C'est là l'occasion de faire l'aveu des limites de ce court exposé qui, s'il est nécessaire, n'a pas de répercussions particulières sur la clinique du quotidien, justement parce qu'il demeure général. On se met ainsi à la disposition des internautes qui, s'ils souhaitaient entendre un cours, un bref exposé sur une notion en particulier, que ce soit un certain courant de pensée de la psychiatrie, un certain syndrome, un certain comportement, nous verrez ravis de produire un exposé sur ce point en particulier. Et finalement, pour conclure, s'il y a un livre qu'il est nécessaire de lire quand on s'intéresse à l'épistémologie régionale psychiatrique, c'est nécessairement pour une nouvelle épistémologie de la psychiatrie du professeur German Berrios de l'Université de Cambridge, récemment paru aux éditions de la Conquête. Merci beaucoup pour votre attention.